Bonjour chers étudiantes et étudiants à cette capsule de méthode statistique appliquée aux sciences du comportement. On vient de parler de la corrélation et de la covariance et du R. Okay? Puis maintenant, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous donner tout de suite un petit contexte. Imaginons une étude expérimentale. Okay? Pour la corrélation, on parlait d'études corrélationnelles où il n'y avait pas de variables manipulées. Les deux étaient observées, okay, mesurées, mais il n'y avait pas de variables indépendantes ou dépendantes nécessairement. Tu sais, on ne cherchait pas nécessairement de la causalité, simplement de la corrélation, de la relation, sans causalité. Mais ici, imaginons une étude expérimentale où il y a une manipulation de la variable indépendante, la VI, et une mesure de son effet sur la variable dépendante, la VD. Donc, un cas classique d'étude expérimentale. Si on trouve que la variable indépendante a un effet sur la variable dépendante, on peut se questionner quant à la magnitude de cet effet-là. Comment grand est cet effet-là? Okay? Par exemple, retournons à notre exemple du tout début sur l'impact de jeux en ligne sur l'apprentissage de la lecture sur les compétences de lecture des enfants de, je pense que c'était 7 ans. Okay? Vous vous souvenez, il y avait un groupe qui faisait juste des jeux en ligne qui n'avaient pas rapport à la lecture pendant 6 semaines, si je ne me trompe pas. Puis un autre groupe, le groupe expérimental, qui lui faisait des jeux en ligne pertinents à la lecture pendant 6 semaines. Puis ensuite, on mesurait les habiletés de lecture des deux groupes. Okay? Ben, dans ce cas-ci, la variable indépendante, c'était évidemment le type d'activité qu'on fait. Est-ce que tu es dans le groupe où tu fais des activités en ligne qui n'ont pas rapport à la lecture ou est-ce que tu es dans le groupe expérimental où tu fais des activités en ligne qui ont rapport à la lecture? Et la variable dépendante, la VD, c'était les habiletés de lecture à la toute fin, après le 6 semaines. Hein? Bien, imaginons qu'on a trouvé un effet des habiletés de lecture, des activités en ligne de lecture sur les habiletés de lecture des participants, faisant en sorte, par exemple, que le groupe expérimental était meilleur en lecture après le 6 semaines que le groupe contrôle. Bien, on pourrait se demander, cet effet-là, comment gros est-il? Parce que ça pourrait être un petit effet, ça pourrait être un effet moyen, ça pourrait être un effet important. Okay? Ça nous amène ça à parler d'un concept qu'on appelle la taille d'effet. Okay? Remarquez que c'est un peu la même question à se poser que quand on parlait de la corrélation puis de la relation entre deux variables dans une étude corrélationnelle, puis on se demandait, s'il y a une relation entre les deux variables, comment forte est-elle? Okay? Puis l'indice statistique R, le coefficient R, nous permettait d'avoir une idée de comment fort c'était. Mais ça, c'était dans un contexte où on ne pensait pas qu'une variable avait un effet sur l'autre. C'est juste deux variables qui sont corrélées. Ici, on a une étude où on examine l'effet d'une variable sur l'autre. Alors, on s'intéresse mais c'est la même chose un peu, on s'intéresse à la force de cette relation-là, mais c'est une relation d'effet. On présuppose qu'une qu'une variable cause des changements dans l'autre, ce qui n'est pas présupposé dans les études corrélationnelles. Okay? Donc, ça nous amène ça à parler de la question et du calcul de la taille d'effet. En gros, ce que la taille d'effet représente, c'est qu'elle représente la magnitude de l'effet que la VI a sur la VD. Autrement, est-ce que les activités en ligne de lecture, disons qu'ils ont eu un impact sur les habiletés de lecture des enfants, ces activités en ligne de lecture, comparativement aux autres habiletés en ligne aux autres activités en ligne qui n'étaient pas de lecture. Disons que ça a eu un impact. Est-ce que cet impact était négligeable, moyen, important, super gros? Comment même commencer à réfléchir à ça? C'est ce sur quoi on va s'arrêter ici dans cette présentation en parlant de taille d'effet. Pour commencer à faire ça, je vais utiliser un autre exemple, parce que j'avais préparé un autre exemple que celui de l'étude sur les activités de lecture en ligne et leur impact sur les habiletés de lecture. Prenons un autre exemple. Imaginons des chercheurs qui veulent comprendre les différents facteurs qui contribuent au fait qu'on surconsomme dans notre société la nourriture.
OK? Et par extension, l'obésité, parce qu'on sait que l'obésité est directement reliée à la surconsommation calorique. OK? Et donc, les chercheurs pourraient s'intéresser à savoir qu'est-ce qui fait que les gens surconsomment la nourriture. Puis, plus spécifiquement, ils pourraient, imaginons qu'ils ont fait une étude à un moment qui explore l'effet de la taille des portions sur la consommation. Je pense que j'avais déjà montré un exemple de ça, en fait, en PSF 211, où est-ce qu'on parlait des pâtes avec des bols moyens puis des bols larges, là, pour vous faire la démonstration de qu'est-ce qu'était qu'une expérimentation. C'est un peu le même concept d'étude ici. OK? Donc, dans cette étude, deux groupes, chacun de 80 personnes, consomment du popcorn, dans ce cas-ci, du maïs soufflé, dans deux contenants de différentes tailles. OK? Le groupe moyen a un contenant de 120 grammes et le groupe large a un contenant de 240 grammes. OK? 80 personnes dans chaque groupe. Et imaginons qu'on demande aux gens de manger jusqu'à temps qu'ils soient satisfaits. Okay? Et on leur dit, ça pourrait vouloir dire tout le bol, une partie du bol, la moitié du bol, ça pourrait être n'importe quoi. Faites juste manger ce que vous voulez là-dedans jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Okay? Et imaginons qu'on a remarqué, ah oui, en passant, le titre de ce tableau est moyenne et écart-type de la quantité de popcorn consommée par groupe. Donc, on voit ici que dans le contenant moyen, le groupe moyen de 120 grammes, où il y a 80 personnes, les gens ont mangé en moyenne 58,9 grammes de popcorn, avec un écart-type, oui, ma flèche, de 16,7. On voit que dans le contenant large, qui est un contenant de 240 grammes, ils ont mangé en moyenne 85,6 grammes de popcorn avec un écart-type de 19,8. Donc, la différence entre les moyennes des deux groupes est de 85,6 grammes moins 58,9 grammes, qui est 26,7 grammes. Donc, on constate, en effet, que le groupe contenant large a mangé en moyenne plus de popcorn que le groupe contenant moyen. Combien plus? 26,7 grammes de plus. Mais voici la question. Ce 26,7 grammes représente-t-il une différence petite, moyenne, large? Comment même commencer à réfléchir à cette question-là? Comment pourrait-on même... sur quoi pourrait-on se baser pour répondre à cette question-là? Okay? Ben, vous vous souvenez quand on parlait, quand je vous avais parlé de la variance et de... Non, quand je vous avais parlé des scores Z, des scores standardisés, là, centrés et réduits. Puis je vous avais dit, comment est-ce qu'on pourrait dire si, je sais pas moi, 1,26 en haut de la moyenne, si c'est une petite différence en haut de la moyenne, une grande distance en haut de la moyenne. Puis j'avais dit que un chercheur pourrait peut-être y aller avec juste son gut feeling, son intuition, puis dire ah, c'est presque 2 en haut de la moyenne, c'est pas pire. Ou bien il pourrait y aller avec un critère. Mais c'est la même chose ici. On pourrait y aller avec une certaine intuition. On pourrait dire, tu sais, il y a, je me souviens plus combien, 26, ils ont mangé 26,7 grammes de plus dans le groupe large. C'est quand même beaucoup, 26,7 grammes, c'est pas rien. Donc là, on irait avec notre intuition. Ou bien on pourrait y aller avec un critère, genre, 26,7 grammes, ça dépasse 25 grammes. Puis 25 grammes, on a calculé que si quelqu'un mange 25 grammes de calories, par exemple, extra par jour, au fil d'une année, il aura gagné tant de livres en gras. On pourrait aller avec un critère comme ça, mais bon, on n'a pas de critère ici. On ne sait pas exactement quel serait un bon critère. Hein? Fait que sur quoi on pourrait se baser? Ben, un peu la même chose que quand on faisait des scores Z. Pourquoi pas se baser sur l'écart type? Okay? Autrement dit, on peut se demander combien d'écart type représente ce 26,7 grammes de différence entre les deux moyennes. Vous avez l'écart type pour le contenant moyen ici. Où est ma flèche? Ici. Okay? Puis pour le contenant large, ici. Okay? Donc, on pourrait dire la différence entre les deux moyennes exprimée en termes d'unité d'écart type.
Mais là, vous voyez tout de suite la question, évidemment. C'était facile quand on faisait un score Z, parce qu'on utilisait l'écart type de la distribution d'où venait le score, qu'on essayait de standardiser. Mais là, ici, on a deux distributions, on a deux groupes. Fait que quel écart type on utiliserait pour comparer, si on veut exprimer le montant de différence entre les deux moyennes? Est-ce qu'on devrait utiliser l'écart type du premier groupe, du groupe moyen, 16.7, que j'ai appelé ici S petit 1 là, pour premier groupe, ou bien celui du deuxième groupe, S petit 2, 19.8? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, solution, pourquoi pas prendre les deux en compte? En calculant la moyenne des deux. La moyenne des deux, c'est écart type. Et c'est ça qu'on va faire. On va calculer la moyenne et ça va s'appeler ça l'écart type groupé. En anglais, c'est important, je vais vous le dire en anglais parce que c'est pas toujours facile de voir comment le terme est la même chose. Mais en anglais, si vous lisez des sites web et si vous allez sur des YouTube en anglais, c'est pooled standard deviation. On dit, standard deviation, c'est l'écart type, là. On dit the standard deviation has been pooled from both distributions. Donc, c'est l'écart type groupé en français ou pooled standard deviation. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Fait que, comment calculer l'écart type groupé? Ben, ça dépend du nombre de participants dans les deux groupes. Ça dépend du N. Okay? On va commencer avec le cas le plus simple. Si les deux groupes ont un nombre identique de participants. C'est ce qu'on a ici. 80 personnes dans chaque groupe. Mais là, dans ce cas-ci, la formule est relativement simple et c'est la suivante. Pour calculer l'écart type groupé, okay, ce que j'appellerais SG, S pour écart type, G pour groupé, okay, vous prenez la variance du premier groupe plus la variance du deuxième groupe divisé par 2. Et vous prenez la racine carrée de ça. OK? Donc, évidemment, comme l'écart type du premier groupe, c'est 16.7, la variance du premier groupe, c'est 16.7 au carré, parce que vous vous souvenez, la variance, c'est toujours l'écart type au carré. 19.8 au carré pour le deuxième groupe, divisé par 2, puis vous prenez la racine carrée de ça, puis ça donne 18.32. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi on met au carré si on divise par la si on fait par la suite une racine carrée. Je me suis jamais vraiment arrêté à ça, mais je pense que ça fait une différence dans certains cas. Ben, c'est que le 2 est divisé ici, là. Il fait partie de la racine carrée. Donc, si vous voulez comprendre ça mieux, vous pouvez chercher par vous-même, mais moi, je ne ressens pas le besoin d'expliquer la logique mathématique derrière pourquoi on ne ferait pas juste prendre les deux écarts, une addition des deux écarts types divisés par 2. Pourquoi les transformer en variance, divisé par 2, puis ensuite prendre la racine carrée de ça? C'est juste plus précis. Donc, ça donne 18.32. Okay? Donc, l'écart type groupé de ces deux distributions-là est 18.32. C'est supposé être en plein pas mal au milieu, entre 16.7 et 19.8. Okay? C'est la moyenne, dans le fond. Qu'en est-il, toutefois, si les deux groupes sont de tailles différentes? Ben, comme ici, voyez-vous, deux groupes de tailles différentes. J'ai mis 77 personnes dans le groupe moyen, 80 dans le groupe large. Okay? Ben, la formule ici est un petit peu modifiée. Okay? Et on la modifie, dans le fond, pour mettre plus de poids sur le groupe qui a le plus gros N. Okay? Et la raison, c'est parce que, à cause qu'il y a plus de gens dans ce groupe-là, on considère que son écart type à ce groupe-là est un meilleur estimé de sigma, l'écart type de la population, que celui-ci. Moins il y a de gens dans votre échantillon, plus l'écart type est suspect en termes de comment valide il est. Plus il y a de gens, plus votre écart type est probablement très proche de ce qui serait si vous aviez toute la population au complet. Toute une population de gens qui mangent de contenants larges, toute une population de gens qui mangent de contenants moyens. Cet écart type ici représente un petit peu plus la population de gens qui mangent à partir de contenants larges que celui-ci représente
la population de gens qui mangent à partir de contenants moyens. Et c'est simplement à cause qu'il y a plus de gens là-dedans. Bon, 3 personnes, c'est pas une énorme différence, mais ça fait rien. Donc, on veut une formule qui va fonctionner de la même façon que quand il y avait un nombre identique de personnes, sauf qu'elle va mettre un petit peu plus de poids sur la deuxième variance, ici, sur le deuxième groupe, comparativement au premier. Parce que celui-là est un petit peu plus crédible, donc il devrait tirer un peu plus la valeur de l'écart type groupé vers lui. Donc ça fonctionne comme ça, OK? La façon dont on fait ça, c'est que vous prenez la première variance, donc 16,7 au carré, okay? Puis vous la multipliez par 76, par le nombre de personnes, moins 1. Je pense encore que c'est moins 1 parce que c'est des échantillons, mais honnêtement, on va toujours travailler avec des échantillons, là, pas mal, quand on fait des trucs comme ça, des tailles d'effets, tout ça dans le cours. Donc, pensez même plus à population dans ce cas-ci, sauf quand je vais vous le dire. On travaille avec des échantillons, OK? Donc, la première variante, la variance du premier groupe est multipliée par 76, 77 moins 1, plus la deuxième variance, la variance du deuxième groupe, comme tantôt, mais elle est multipliée par 79, 80 moins 1, okay? Par son nombre, 80 moins 1. Donc, voyez-vous comment la première variance est multipliée par 76, la deuxième variance est multipliée par 79. Ça veut dire qu'on met plus de poids sur la deuxième que sur la première. Et on divise par le nombre de personnes dans le premier groupe plus le nombre de personnes dans le deuxième groupe, moins 2. OK? Et donc, dans le cadre ici, ça fait 77 moins 1 fois 16,7 au carré, plus 80 moins 1 fois 19,8 au carré, divisé par 77 plus 80 moins 2, racine carrée de tout ça pour effacer le fait qu'on prenait des variances, égale à 18,34. Regardez ce qui s'est passé lorsque j'avais des groupes similaires. La variance était 18,30. L'écart type groupé était 18,32. OK? Ici, on avait des groupes similaires, 80. Là, ici, l'écart type groupé, quand c'est des groupes inégaux, est 18,34. Il est monté un petit peu. Pourquoi il est monté un petit peu? Parce qu'il a été tiré vers celle qui est plus haute que le plus grand groupe. OK? Si le groupe de 80 avait un plus petit écart type que le groupe de 77, comme s'il y avait un écart type de 14, par exemple, bien, vous auriez vu cet écart type groupé-là diminuer comparé à ce cas-ci ici. Il aurait diminué parce qu'il aurait été, encore une fois, tiré vers l'écart type qui a le plus grand nombre. Donc, il aurait diminué un peu. OK? Donc, OK, comprenons ce dont on parle ici. Là, je parle de l'écart type groupé. OK? C'est pas ça la taille d'effet. L'écart type groupé va me permettre de calculer la taille d'effet. Ce qui veut dire que je peux maintenant poser la question que j'ai remarqué que, je retourne en arrière, j'ai remarqué qu'il y a une différence, trop vite, j'ai remarqué qu'il y a une différence de 26,7 grammes entre les deux groupes. Puis là, je me demande, 26,7 grammes, c'est-tu beaucoup, c'est-tu peu, c'est-tu... Comment je pourrais commencer à dire, sur quelle mesure, sur quelles unités je devrais déterminer combien c'est 26,7 grammes? Bien, la réponse, tu devrais le mettre, ce 26,7 grammes, tu devrais le diviser par l'écart type groupé. OK? Je me suis un peu perdu, là. Et voici l'écart type groupé, comment on le calcule. OK? Donc, vous vous souvenez, un score Z. Un score Z, c'était le score brut moins la moyenne divisé par l'écart type de la distribution. Right? Bien, ici, pour calculer la taille d'effet, c'est la première moyenne moins la deuxième moyenne divisé par l'écart type groupé. Puis l'écart type groupé, on le calcule de deux manières différentes selon que les groupes soient égaux ou non égaux. Donc, et ce fameux calcul-là de la première moyenne moins la deuxième moyenne divisé par l'écart type groupé, ça s'appelle un D, qui a été inventé par Cohen. C'est le D de Cohen, qui revient à mesurer la distance entre les deux moyennes
en termes de l'écart type groupé. Donc, cette distance entre 85,6 et 58,9, on va déterminer si elle est petite, moyenne ou grande en utilisant les unités de l'écart type groupé. En utilisant l'écart type groupé pour mesurer. Donc, la question revient, c'est combien d'écarts type groupés représentent la distance entre le groupe large et le groupe moyen, dans le fond. Donc, faisons ça. Calculons notre D de Cohen, notre taille d'effet. 58,9 moins 85,6 divisé par 18,34. Remarquez, j'ai pris 18,34 parce que j'ai calculé l'écart type groupé pour des groupes inégaux. Donc, j'ai pris celui, je sais que j'avais montré pour groupe égaux, mais je suis resté avec groupe inégaux. OK? Donc, je fais ça, ça me donne moins 1,46. Ça veut dire qu'il y a une différence. Ça veut dire que la moyenne la plus grande est à 1,46 écart type groupé de la moyenne la plus petite. Où il y a 1,46 unités d'écart type entre la première moyenne et la deuxième moyenne. Okay. Ici, remarquez que le signe négatif est simplement dû au fait que j'ai fait la première moyenne qui était plus petite moins la deuxième qui est plus grande. J'aurais pu très facilement faire la deuxième moyenne moins la première moyenne. Ça m'aurait donné 1,46 au lieu de moins 1,46. Donc, mon moins fait juste me donner ici la direction, le fait que j'ai pris la première moyenne moins la plus petite moyenne moins la plus grande moyenne. Okay? C'est tout. Il n'y a rien dans le moins qui nous dit plus que ça. Là. Vraiment, ce qui est important, c'est la valeur absolue que j'ai mis ici entre crochets. 1,46. Ça veut dire qu'il y a 1,46 écarts type groupés entre la première moyenne et la deuxième moyenne. C'est un peu la même logique qu'un score Z. Quand tu obtiens un score Z, ça te dit qu'il y a... si tu obtenais un score Z de 1,46, ça voudrait dire qu'il y a 1,46 écarts type entre ta moyenne et le score. Ici, ce que ça dit, c'est qu'il y a 1,46 écarts type groupés entre les deux moyennes. C'est ce que ça dit. Donc, revoici mon D ici, qui me donnait moins 1,46, mais vous savez évidemment que ce qui est vraiment important, c'est la valeur absolue, et que le moins reflète le fait que j'ai calculé 1 moins 2 plutôt que 2 moins 1. C'est première moyenne moins deuxième moyenne plutôt que deuxième moyenne moins première moyenne. Donc, la moyenne du groupe contenant moyen est pratiquement 1,5 écart type groupé en dessous de la moyenne du groupe contenant large. OK? Donc, ça peut répondre à la question. Avec quoi qu'on mesure cette différence-là? Réponse, avec l'écart type groupé. Puis notre mesure dit que les deux moyennes sont séparées par un écart type et demi fondamentalement. 1,46, c'est presque 1,5. Okay? Mais on peut encore revenir, comme on avait fait pour les scores Z. Vous vous souvenez, pour les scores Z, on avait pu dire, par exemple, on a trouvé que max est à 1,6 écart type de la moyenne au-dessus. Puis on peut se demander, mais c'est-tu beaucoup, c'est-tu pas beaucoup, et ainsi de suite. Même chose avec les corrélations. Quand on trouvait des corrélations de certaines forces, on pouvait se demander, mais c'est-tu beaucoup, c'est-tu pas beaucoup? Ici, encore une fois, on pourrait se demander, est-ce que ce 1,46 de différence entre les deux moyennes, en fait, 1,46, c'est pas la différence entre les deux moyennes. Hein, c'est la taille d'effet. La différence entre les deux moyennes, si vous vous souvenez, c'était la différence entre les deux moyennes, techniquement, c'était 26,7 grammes. Okay? Mais on peut se demander cette taille d'effet qu'on a trouvée. Puis remarquez, on pourrait quasiment appeler cette taille d'effet-là comme... c'est quasiment comme une différence entre deux moyennes standardisées, dans le fond. C'est un peu comme un score Z. Première moyenne moins deuxième moyenne divisé par écart type groupé. Alors qu'un score Z, c'est score brut moins moyenne divisé par écart type groupé. Bon, je me perds dans les getting lost in the weeds, comme on dit en bon français. Je me perds dans les détails. M'assurer que vous voyez les liens. Mais donc, on peut se demander, OK, moins 1,46, c'est-tu un petit effet? Un effet moyen? En d'autres mots, est-ce que la taille du contenant a eu un petit effet sur la quantité de popcorn consommé? Un moyen effet? Un grand effet? Okay. Il y a eu une taille d'effet de moins 1,46 et Cohen nous recommande
que si votre taille d'effet est quelque part, puis ici, je me fiche des signes positifs ou négatifs, ok? C'est juste absolu, là. Si quelque part entre 0.1 et 0.3, c'est un petit effet, 0.3 et 0.5, c'est un effet moyen, 0.5 à 1, c'est un effet large, 1 et plus, parce que techniquement, le dé de Cohen peut aller jusqu'à l'infini, 1 et plus, c'est très large. Okay? Donc ici, ce qu'on dirait, c'est que la différence qu'on a observée est associée à une taille d'effet qui est considérée comme très large, parce qu'elle est associée à un dé de moins 1.46, ce qui est très large. Ce qui veut dire, en gros, que cette étude-là suggère que le contenant du bol a un très gros effet, la taille du contenant, la taille de la portion de popcorn, a un très gros effet sur le montant total de popcorn consommé. Ce qui est intéressant pour les chercheurs qui voulaient essayer de comprendre ou de tester le rôle de la taille des portions sur la quantité de nourriture consommée, dans ce cas-ci, dans un contexte de popcorn, pour essayer de comprendre un peu pourquoi les gens surconsomment de la nourriture. Si on veut essayer de visualiser un peu ça, okay, une manière de visualiser une taille d'effet de D qui est égale à 1 ou moins 1.46, je vous en propose une à droite. Il me manque un accent aigu ici, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas. Donc, ce que vous voyez à droite, OK, disons, on a l'échelle ici de popcorn consommé en grammes. OK. On a la moyenne du groupe contenant moyen qui était ici. On a la moyenne du groupe large qui est ici. Puis, imaginons ici qu'on assume que les distributions ressemblent à ça. Que ce sont des distributions normales, comme on dit, ce qu'on verra plus tard. Okay, vous avez en vert, vous avez la distribution du groupe moyen, qui devient bleu ici quand on le mélange avec le bleu foncé. Puis en bleu foncé, qui commence pâle, mais qui va bleu foncé ici, vous avez le groupe large. Ben, une taille d'effet de 1.46 ou moins 1.46 dans le fond, c'est visuellement, ça ressemble à ça. Vous avez vos gens moyens ici, puis vous avez vos gens avec contenu large ici, en termes de contenant de contenu de popcorn consommé. Donc, un dé de 1.46 représente le fait qu'il y a une grande partie des scores dans le groupe contenant large qui ne chevauche pas la distribution des scores du groupe contenant moyen. C'est les gens en bleu pâle ici, là, tous les gens sous la courbe en bleu pâle ici, ce sont des gens qui sont dans le groupe large, mais qui ont consommé des quantités qu'on leur retrouvait dans les groupes moyens. Dans le groupe moyen aussi. Mais tous les gens en bleu foncé ici, toute cette proportion-là de gens, sont des gens qui étaient dans le groupe large et qui ont consommé une quantité de popcorn qui n'était pas consommée chez les gens dans le groupe contenant moyen. C'est un peu, je ne sais pas si je fais une bonne job à expliquer, mais en d'autres mots, ça veut dire que dans ce cas-ci, ça, je suis juste allé chercher avec un site web, là, je ne vais pas vous montrer comment calculer, mais dans ce cas-là, 53% des scores dans le groupe large ne chevauchent pas la distribution du groupe moyen. C'est une façon de le visualiser, puis on va retourner là-dessus plus tard, puis dans le groupe de méthodes statistiques avancées, si vous le faites, vous allez aussi revenir là-dessus. Notons quelque chose, c'est que la taille d'effet peut être plus ou moins intéressante dépendant du contexte. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que généralement, plus petite la taille d'effet est, prenons l'inverse, plus grande la taille d'effet est dans une expérimentation, là, quand on fait une expérimentation, plus grande la taille d'effet est, plus important est le résultat de l'étude. Ça fait du sens. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Si vous faites une étude avec une petite taille d'effet, ça n'indique pas nécessairement un résultat qui n'a pas d'importance ou sur lequel on ne devrait plus vraiment s'intéresser ou qu'on ne devrait pas, par exemple, prendre des décisions par rapport à ce que vous avez trouvé. Ça dépend vraiment du contexte. Dépend devrait avoir un accent aigu. Je suis gêné de ça, mais je ne l'avais pas vu ça non plus. Prenons un exemple classique. Okay? Imaginons que vous avez un groupe contrôle puis un groupe qui consomme de l'aspirine à chaque jour. Okay? Puis vous regardez leur incidence de crise cardiaque sur, je sais pas moi, sur 1 an ou sur 2 ans. Okay? Ben, ceci pourrait démontrer un très petit effet
de l'aspirine. Un tout petit effet qui a tendance à... qui est associé un risque un tout petit peu plus faible d'avoir des crises cardiaques chez les gens qui consomment l'aspirine quotidiennement. Mais avec un D de 0,10, donc c'est un tout petit effet. Fait que vous pourriez vous dire, ouais, fait, OK, l'aspirine diminue, il semble diminuer l'incidence de crise cardiaque chez notre groupe expérimental, comparativement au placebo dans notre groupe contrôle, mais de très très peu. OK, sauf que, puis vous pourriez vous dire, ben, c'est pas une taille d'effet qui est très grande, donc on ne devrait peut-être pas continuer ces études-là sur l'aspirine, peut-être qu'on devrait regarder d'autres choses. Peut-être, surtout si la consommation d'aspirine amène toutes sortes de problèmes secondaires, là, peut-être que oui, ça serait un argument. Mais s'il n'y a pas de problème secondaire et tout ça, là, même si la différence entre les deux groupes ici est petite, elle indique tout de même une diminution de l'incidence de crise cardiaque dans le groupe qui prend l'aspirine, même si cette diminution est toute petite. Sur 100 personnes, cette diminution est peut-être très, très, très petite puis presque inutile à considérer. Mais si on prend un petit effet et on l'applique sur des millions de personnes, en d'autres mots, sur des Canadiens, si on demandait aux Canadiens qui sont à risque de crise cardiaque de prendre une aspirine par jour, par exemple, bien, les Canadiens, il y en a des millions. Okay? Et avec un petit effet, si tu l'appliques sur des millions de personnes, bien, tu peux sauver tout un paquet de vies. Donc, c'est pas parce que dans une étude avec un échantillon d'un certain nombre, on trouve un petit effet, petite taille d'effet, c'est pas que c'est pas important. Il faut réfléchir plus largement et dire si on applique ça à une population complète, on peut quand même sauver des vies. Bon, c'est pas une pilule miracle, pour ainsi dire, mais ça peut quand même sauver des vies. Puis quand on applique ça sur des millions de personnes, ça peut faire une belle différence. Okay? Donc, même si statistiquement un effet semble peu important, il peut avoir des conséquences très importantes dans un contexte plus large. Il faut garder ça en tête. Donc, ce concept de taille d'effet est extrêmement utile dans le contexte d'expérimentation. Vous faites une expérimentation, vous trouvez une différence entre les deux groupes, votre variable indépendante semble avoir eu un impact sur la variable dépendante. Elle a fait augmenter ou diminuer la variable dépendante, par exemple. Mais là, vous pourriez vous demander, ben, son impact est de quelle taille? Comment qu'on fait pour faire ça? Bien, vous pouvez calculer le D de Cohen, où vous faites, dans le fond, la différence entre la moyenne indépendante et la moyenne du groupe dépendant, divisé par l'écart type groupé. Ça va vous donner le D de Cohen, que vous pouvez par la suite, que vous pouvez interpréter à l'aide des lignes directrices que je vous ai données. Ce concept de taille d'effet-là, il y a plein de différents types de taille d'effet. À part le D, en lisant des articles ou en allant parfois sur le web, sur des capsules de statistiques peut-être, ou des trucs comme ça, vous pourriez trouver d'autres indicateurs de la taille d'effet. Tu sais, je vous avais dit, par exemple, que le R de Pearson qu'on a calculé, c'est pas la seule façon de calculer la corrélation. Il y a différentes façons de calculer la corrélation dans différents contextes avec différents types de variables. Même chose ici. Okay? Il y a d'autres types d'indicateurs de la taille d'effet. Vous pourriez, par exemple, trouver des choses sur le G de Hedge. Le G de Hedge revient pas mal à la même chose que le D de Cohen, mais il est calculé d'une manière différente un peu, puis il est préférable dans le cas où les échantillons sont très petits, comme si on a des groupes qui sont de plus petits que 20. Nous, dans notre exemple, on avait 2 groupes de 80, mais si c'était 2 groupes de 15 personnes, par exemple, le D de Cohen aurait des problèmes, il serait moins fiable, il serait moins, mathématiquement, il serait problématique. Le G de Hedge corrige pour ça en amenant certaines modifications dans la façon dont il est calculé. Puis les conventions pour l'interpréter sont identiques à celles du D. Vous pourriez avoir aussi ce machin chouette-là qui ressemble un peu à un N au carré qu'on appelle un état carré. Le état carré, ça vous donnerait la taille d'effet si vous comparez entre plus de 2 groupes. Par exemple, entre 3 moyennes. Donc, si vous aviez groupe petit contenant, groupe moyen contenant, puis groupe contenant large. Puis là, vous regardez la moyenne de consommation de popcorn dans les 3 groupes, puis vous cherchez à voir quelle est la taille d'effet
de notre variable indépendante qui a 3 niveaux dans le fond. Ben ici, un dé ne fonctionnerait pas parce que un dé, c'est une différence entre 2 groupes. Si c'est entre 3 groupes, c'est un machin chouette qui s'appelle un état carré ici. Okay? Je ne vais pas vous montrer comment le calculer, je veux juste vous rendre compte qu'il y a différentes façons de calculer la taille d'effet dans différents contextes. Okay? Et il n'y a pas vraiment de convention claire pour le état carré comme pour le D ou comme pour le G, par exemple. Okay? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous mentionner pour la taille d'effet. Je vous laisse là-dessus. Salut!